De l'autre côté du mur. Le mur éternel. Hola todos. Vous m'avez manqué. You can't do what we want to do. Ah, il ne faut pas avoir peur. Je vais me lever et m'en aller. Macron, you know Macron is a very nice guy. Macron. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. No, you cannot do that, Donald. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. On va faire des escaliers de paquets de couscous pour marcher jusqu'à Saturne. C'est ça le plan. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ouais, logique. On a dit pas les mamans, pas les fringues. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Présenté par Jean-Michel Aplati et Trotsky. Et bonjour, c'est les cons de l'autre jour. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. De l'autre côté du mur, Jean-Michel Aplati pour vous servir. Et avec moi évidemment l'inusable, l'infatigable, l'intarissable monsieur Trotsky. Et les cons peut-être, mais pas les étrons, hein. Parce que quand même, moi je veux pas être mis dans les mêmes catégories que Manuel Valls. Ah non, ça je veux pas. Hein. Tout ce que tu veux, mais pas lui. S'il te plaît. Évidemment que non, on n'est pas des Manuel Valls, nous. Au contraire, on est tout le contraire de Manuel Valls. Nous, on est des gens dignes de confiance, on est des gens de vérité, on est des gens marrants. Enfin, on est tout ce qu'il n'est pas, quoi, finalement. Exactement, on n'est pas chroniqueur à BFM Télé, on s'exilera pas en Espagne, où on soutiendra le contraire de ce qu'on a soutenu en France. Enfin bon, tu sais, avec la barrière de la langue, il s'est dit le mec, on va pas me cramer. Mais bon, on en parlera un petit peu plus tard, on va pas commencer directement sur Manuel Valls, mais comme t'as dit, c'est les cons, ça m'a fait penser à ça. Bon, est-ce que tu as passé d'abord un merveilleux Noël? Eh bien oui, écoute, plutôt classique, j'ai respecté ce que je vous avais dit, c'est-à-dire on sent des petites portes ouvertes, on sent des petites perches, hop, on met une ou deux infos, j'ai distribué le podcast à Noël quand même, évidemment, j'ai distribué, il y a des liens qui sont partis en airdrop très fort, ça je te le dis, donc c'était plutôt sympathique. Et toi? Oui, bah écoute, moi je me suis gavé évidemment comme un gros cochon, on a mangé des huîtres, on a mangé du chapon, on a bouffé du foie gras, on a bu, on a bu, on a bouffé. Pas de débat politique à Noël, non, je me suis tenu, j'ai été plutôt sage. Moi j'ai une belle famille un peu de gauche, donc du coup tu sais je me calme un peu, tu vois, c'est Noël, on essaye de faire les choses positives, on essaye de pas s'embrouiller, donc voilà, on se retient. Oui, et puis surtout généralement, ceci est applicable à peu près tous les fans de politique, mais les fans des politiques de gauche généralement c'est pas des gens avec qui tu peux débattre. En tout cas, moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de claquages de porte, en particulier avec cette aile-là politique. Oui, il y a beaucoup de... Je ne débat pas avec l'extrême droite de toute façon. Les climato-sceptiques, on n'a plus le temps de parler, on n'a plus le temps, là il faut agir. Il nous reste 726 jours. Exactement. Putain. Bon, en tout cas, et merci d'avoir été quand même nombreux à nous écouter la semaine dernière. Voilà, malgré Noël, le podcast est quand même sorti sur... on a parlé un peu de ce qui se passait en Syrie, on a vu les écoutes, ça a quand même bien écouté malgré les périodes de fête. Donc merci d'être toujours autant au rendez-vous, les amis. Absolument, et puis en particulier, dès le jour de la sortie, en fait, je remarque que vous êtes vraiment un petit peu fidèles à ce rendez-vous du lundi soir pour bien démarrer la semaine. Et je pense que, en fait, vous cliquez directement sur la notification quand vous l'avez. Donc pour ceux qui sont pas abonnés, et j'ai vu que ça avait en particulier très bien marché sur YouTube cette semaine, n'hésitez pas à vous abonner même sur YouTube, comme ça dès qu'on sort le podcast, généralement franchement on est vraiment super à l'heure, on n'a jamais dépassé l'horaire, et bien vous recevez la notification, ça vous fait penser, ah bah oui il y a le podcast, et comme ça vous pouvez cliquer directement, nous écouter dès le lundi 18h, histoire de vous lancer dans cette semaine et dans cette fin d'année, puisque on est le 30 décembre, c'est bientôt fini là, 2024. Tout à fait, donc merci d'activer la petite cloche. Avant d'attaquer, avant de passer au pays du jour, mon ami Trotsky, le sondage de la semaine dernière. Tout à fait, c'était pour parler du président, parce que tu sais, quelqu'un qui aurait pas écouté la semaine dernière et qui va entendre le sondage, il va dire attends, ils sont complètement partis, les mecs, ils sont complètement fous. Écoutez bien le podcast de la semaine dernière, c'est pas une question au hasard. La question était, Mamadou, le problème des urgences en France. Alors à ça j'avais mis une liste de réponses, de 5 réponses, et il y en a 3 qui sont arrivées égalité. La réponse oui, Mamadou, c'est le problème des urgences en France. La réponse non, ce sont les moyens, c'est ça le gros problème, c'est les moyens de l'hôpital. Et la réponse Mamadou en partie, c'est-à-dire il y a Mamadou mais pas que. Donc toutes ces réponses-là, elles sont arrivées à égalité. Exactement, il y a aussi les gitans. Infernal. Oui, c'est ça exactement. C'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi peut-être les moyens. Il y a aussi peut-être, je sais pas, qu'on ait dépensé 500 000 euros, tu sais, à l'hôpital de Nantes pour changer le logo. Mais du coup, on est obligé de faire un appel aux dons pour le scanner. Bon, il y a peut-être aussi des choix qui est plus d'administratif que de soignants. Enfin bref, il y a peut-être plusieurs choses. Et en tout cas, pour vous dire, ça fait 2 semaines de suite que les sondages sont égalité. Enfin, que les réponses sont égalité. Ça veut dire que vous, votre seul vote, il peut faire basculer le vote. C'est pas comme aux élections où vous votez avec tous les cheveux
veut bleu, comme dirait mon ami Jean-Michel. Là, votre seul vote peut tout faire basculer. Alors, votez sur Spotify et sur Instagram, les gars. Votre vote peut tout faire changer. Exactement. Maintenant, cher Trotsky, prenons le train ou le tramway, parce que c'est beaucoup plus écologique que l'avion. De toute façon, c'est à côté. Et on file chez nos voisins allemands. De l'autre côté du mur. Le pays du jour est donc l'Allemagne. J'ai fait allemand LV2 au collège. Ah bah je vois que t'as encore de bons restes, hein. Tu pratiques régulièrement. Je vois, c'est génial. En même temps, c'est une langue qui te parle, hein. C'est sûr, c'est mélodieux. C'est vrai que c'est une des langues les plus dégueulasses à l'oreille en tout cas. C'est une des langues les plus dégueulasses à l'oreille que j'ai jamais entendues personnellement. Il y a l'allemand et il y a le russe. Les deux, c'est... Moi, je trouve que le chinois, je trouve ça horrible. Ça vient du nez. Tu sais, ça vient vraiment de l'estomac comme ça. Je trouve ça vraiment extrêmement laid. Alors aussi, mais c'est pas exactement pareil. Je crois que le perse, c'est un peu mieux que l'arabe. L'israélien, ça ressemble exactement à l'arabe. Alors je suis désolé, je sais que ils veulent pas du tout être mis ensemble. Et je vous jure que quand j'entends Netanyahou parler et quand j'entends le président, je sais pas, le chef de Palestinien ou n'importe quel groupe un peu autour, j'entends la même langue. Hein. Je vous jure que vos langues se ressemblent, les mecs. Hein. Désolé de vous le dire. Allez, nickel. Voilà des auditeurs perdus en route. Super, Trotsky. Bon, pourquoi allons-nous parler de l'Allemagne aujourd'hui ? Parce que oui, on avait pas mal de pays à faire. Notamment, on voulait se pencher sur le cas de la Suède. Mais bon, actualité oblige. La semaine dernière, si vous avez écouté le podcast, vous avez pu vivre en direct le moment où nous avons découvert en live l'attentat qui a eu lieu sur le marché de Noël en Allemagne. Donc du coup, cet attentat a fait bouger vraiment beaucoup de choses. Donc on va d'abord parler de cet attentat, du traitement médiatique de cet attentat et de ses conséquences, avec notamment la dissolution, c'est pas l'Assemblée nationale mais c'est le Parlement allemand, quoi, et de nouvelles élections reconvoquées le 23 février prochain par le président de la fédération allemande. Et vous allez voir, les enjeux politiques sont juste complètement énormes. Et oui, parce qu'il y a eu un espèce de domino. Bon, tout n'est pas lié avec l'attentat, mais c'est-à-dire que nous déjà, comme on vous a annoncé les infos en live, on avait dit que c'était un Syrien parce que c'était les infos qui étaient tombées la première heure. Il se trouve qu'au final c'est un Saoudien. Donc déjà on s'est dit, ce serait bien quand même qu'on reparle de l'attentat, qu'on laisse pas les gens qui ne font que écouter notre podcast, qui écoutent rien autour et qui pensent que c'est un Syrien. Bon, il se trouve que c'est un Saoudien. Donc déjà on s'est dit c'est important. Et là on voit quoi cette semaine ? Que il y a une dissolution, que les élections sont avancées de 7 mois, que le parti conservateur est premier, l'extrême droite est deuxième. Enfin, il y a que des enjeux hyper importants. Et surtout, moi j'étais extrêmement content de traiter ce sujet-là parce que si vous écoutez encore les politiques français, bon, pourquoi pas, on a tous des défauts. Moi je sais qu'il y en a qui aiment bien écouter les Marseillais, bon, pourquoi pas écouter les vœux du président, hein, chacun son activité favorite. Et bien à chaque fois il nous cite le modèle de l'Allemagne. Et vous savez, hein, vous pouvez travailler 40 heures par semaine parce qu'en Allemagne ceci, hein, et vous pouvez travailler jusqu'à 69 ans parce que l'Allemagne ceci, hein. Et vous pouvez les trains, on peut payer plus cher parce que l'Allemagne cela, hein, et parce que eux ils ont bien arrêté les centrales nucléaires, et parce que eux ils ont bien fait. Putain, on nous vend tout le temps l'Allemagne alors que les mecs ils sont obligés de cumuler 2 emplois à la retraite pour essayer de gagner de leur argent. C'est horrible. Ça, on nous a vendu aussi. Vous voyez, hein, eux, ils ont 1 million de Turcs, tout se passe bien. Ils sont en train de durcir les règles de l'immigration d'Allemagne comme pas possible. Enfin, l'Allemagne, on nous cite toujours cet exemple et c'est en train, mais de partir en sucette complet. Exactement. Et alors, ce nouvel attentat n'est pas là pour arranger les choses, évidemment. Avec ce Saoudien qui a attaqué donc le marché de Noël de Magdeburg. Et alors, on a entendu pas mal de choses. Voilà, on a entendu pas mal de choses sur cette attaque, comme quoi ce Saoudien serait un islamophobe, soutien de l'AfD en Allemagne, soutien de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour en France. Bon bref, on a entendu pas mal de conneries à ce sujet-là. Alors on va pouvoir en discuter un peu puisque maintenant on a un peu les deux sons de cloche, la réalité vs le fantasme. Et oui, la réalité, parce que c'est marrant, ça a été un petit peu en 2 temps. Ça a été comme, on va dire, vous savez, des fois il y a des vagues un peu informationnelles. Au départ, la vidéo s'est propagée sur X, maintenant c'est là que ça arrive le plus vite, plutôt par des mecs, on va dire, dits de droite dure, d'extrême droite, en disant voilà les dangers des islamistes et tout. Et derrière, on apprend que le mec est saoudien et
que finalement il aurait pris des positions plutôt pro-Israël, plutôt anti-islam, etc. Et donc il y a un déferlement, mais alors jubilatoire. Mais là c'était mais les mecs, j'avais l'impression qu'ils avaient des orgasmes en direct sur X en tapant leur tweet. Ils étaient là. Et alors tous les complotistes, vous vous êtes jetés dans le fait qu'il était islamiste. En fait il est anti-islam. Alors finalement l'immigration ça dit quoi et tout. Et les mecs n'arrêtaient pas. Et donc moi je me suis dit bon bah pourquoi pas, ça se trouve tu sais on peut se tromper, les infos ça arrive vite, peut-être que c'est vraiment un mec anti-islam. Et puis j'ai éteint mon ordinateur, j'ai fait 1,5 m, je me suis levé de ma chaise, je me suis dit mais attends, le mec anti-islam qui attaque un marché de Noël, si j'étais anti-islam et que je voulais faire un attentat, est-ce que j'attaquerais un marché de Noël? Ouais, peut-être pas, hein. Bah oui, c'est logique, si j'étais anti-islam, je n'attaquerais pas un marché de Noël chrétien pour dénoncer l'islam radical. J'attaquerais, je sais pas moi, une mosquée. Ça me paraît quand même plus logique. Et oui, c'est ça. Et donc, cet argument a été avancé sur les réseaux sociaux. Bah attendez, qu'est-ce que vous dites? C'est un peu bizarre et tout. Donc là, il y a eu 2 arguments qui sont arrivés. Screen, regardez, il suit Marine Le Pen. Alors, moi j'ai un petit scoop pour vous, mais je sais pas, là ça c'est un truc oui de climato-anxieux, de féministes complètement fous. Vous suivez que des gens que vous admirez et vous cancel tous ceux que vous détestez. Voilà, vous pouvez pas supporter de lire un tweet de quelqu'un d'autre. Bah moi, désolé de vous le dire, mais je suis sur mon Twitter, je suis Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Macron, BFM TV, Bayrou, François Ruffin, Sébastien Chenu, Philippot, Asselineau, je suis tous ces gens-là, hein. Donc si un jour on mettra un script des gens que je suis, qu'est-ce que ça voudra dire? Que je suis et pro LFI, et pro RN, et pro Macron, et pro souverainiste, ça veut dire quoi? Exactement, la gauche s'est paluchée sur ça et s'est paluchée aussi sur le dernier message sur son groupe Telegram datant du 14 décembre. Donc c'est le terroriste qui a laissé ce message-là. Je vous le lis. Si j'ai été assassiné, ce sont les autorités allemandes qui l'ont fait. S'ils l'attribuent à leur client Daesh, c'est un mensonge car je n'ai reçu aucune menace sérieuse de la part d'islamistes au cours des 9 dernières années d'activisme en faveur des droits de l'homme sur Twitter. L'année dernière, j'ai reçu des messages sérieux de la part de partisans du gouvernement pro-saoudien et je les ai signalés. Depuis lors, cela fait plus d'1 an que je suis harcelé par les autorités allemandes. Tout cela à cause de mon insistance à exposer l'organisation corrompue créée par la police allemande spécifiquement pour détruire les réfugiés saoudiens qui sont irréligieux. Ouais, c'est ça. Bah écoute, c'est hyper important que tu parles des réfugiés saoudiens parce qu'on nous a vendu ça. Dans les médias, là moi j'ai lu, vous savez que j'ai une petite passion, je me flagelle un petit peu, moi aussi je me fais un petit peu du mal comme ceux qui écoutent les discours de politique. Moi ce que je fais, c'est qu'en préparant le podcast, en plus des informations que j'ai eues toute la semaine, parce que moi je suis un peu tout le temps, je pense comme plein d'entre vous qui écoutez, bah je vais voir ce qui se dit sur les médias mainstream pour comparer un peu les deux sons de cloche. Et là, qu'est-ce que j'ai lu? Qu'en fait le mec est donc anti-islam, mais d'un côté, il reproche à l'Allemagne de maltraiter les réfugiés saoudiens. Et là, en fait, les réfugiés saoudiens, désolé, mais saoudiens à 99%, c'est des musulmans, donc il y a un fouillis, je ne comprends pas comment on peut accepter cette histoire médiatique qu'on nous raconte, mais c'est bizarre votre truc. D'autant plus que la vidéo de l'arrestation de ce terroriste a été publiée sur les réseaux sociaux et on le voit allongé par terre, la police allemande le tenant en joue et crier à plusieurs reprises « Allah Akbar ». Donc je sais pas, pour quelqu'un qui est islamophobe au dernier degré, qui ne supporte pas la religion musulmane, crier Allah Akbar quand il est arrêté, c'est bizarre, non? Oui, c'est ça. Imaginons, t'es pro-israélien, tu détestes l'islam, apparemment t'es un militant de fou furieux, tu t'es même radicalisé anti-islam, et tu cries le slogan historique de absolument tous les musulmans radicaux, les djihadistes. Mais je comprends pas. Et c'est là qu'est arrivé le billard à 77 bandes, parce que quand on a rétorqué ça à tous les mecs de Twitter là qui s'étaient enflammés en disant voilà l'extrême droite vous désinforme, vous voyez bien Jean Messia ce qu'il a publié, eh bien qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais non, mais vous n'avez pas compris, il a fait un attentat dans un marché de Noël en criant Allahu Akbar parce que il veut faire monter l'extrême droite. Et oui, c'est vous qui avez rien compris, c'est un billard à 26 bandes en fait, le mec avait tout anticipé, et oui. Donc du coup, le mec anti-islam s'est dit, pour faire monter l'extrême droite, qui n'a pas du tout besoin d'être mise sur le devant de la scène, elle s'y met toute seule, on va dire que la criminalité l'aide, que ce soit en France et même en Allemagne et partout en Europe, l'aide à monter, donc ils n'ont vraiment pas besoin
souviens de ça. Donc le mec anti-islam, pour dénoncer les politiques allemandes contre les réfugiés saoudiens, s'attaque à un marché de Noël chrétien, tuant 4 personnes et en étant arrêté, il crie Allah Akbar. Ça te rappelle pas quelque chose cette histoire ? Alors là, déjà, ça me rappelle un sketch de Raymond DeVos. Ça, j'ai l'impression que c'est ça. Et le voisin du dessous était en dessus de la madame de dessous, qui était la madame du dessus. Ça, j'ai l'impression d'entendre ça déjà, à peu près en termes de logique. Mais ça me rappelle un mec où nous avait sorti les papiers. Regardez, il est chrétien. Ça me rappelle évidemment Annecy, l'attaque des poussettes dans le parc. 8 juin 2023, un assaillant avec un kéfier autour de la tête, couteau à la main, s'en va poignarder des bébés dans une poussette en criant Jésus-Christ, Jésus-Christ. Alors là, tous les médias mainstream nous avaient dit c'est un chrétien, il tue au nom de Jésus-Christ, c'est un chrétien d'Orient, il vient tuer au nom de Jésus-Christ. Et alors finalement, on a eu le fin mot de l'histoire, puisque bon, on n'en a plus jamais entendu parler, on a eu la petite cérémonie en hommage avec, tu sais, la connasse de gauche avec sa boîte à musique, là, ne tuez pas les enfants, de la beauté dans le monde. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Putain, c'était horrible. C'est ça ou Imagine, hein. Donc quoi qu'il arrive, tu dois te prendre l'un des deux. C'est soit tu te prends les hippies par tous arts, soit tu te prends ne tuez pas les enfants pour ta musique. C'est toi qui vois. Dans tous les cas, c'est vraiment de la merde. Bon ben, on a eu le fin mot de l'histoire hein, sur ce chrétien. En fait, c'était un terroriste qui n'était pas chrétien, mais un ex-membre de Daesh. Donc voilà. D'accord. Daesh, des chrétiens d'Orient, du coup, parce que c'est peut-être une branche. Tu sais, je sais pas, ils nous ont pas fait ce truc-là. Mais déjà, rappelle-toi, en fait, là, si on avait que ça à foutre, en fait, le truc, c'est qu'on est qu'en audio, donc je sais pas où le truc, mais j'aimerais, en fait, que vous retrouviez, si vous ennuyez un petit peu, là, vous avez un long trajet en train pour rentrer des fêtes, je sais pas, vous tapez, vous retrouvez l'article qui nous expliquait que le kéfier était un symbole chrétien. Voilà, c'était génial parce qu'il disait, ouais, il a un kéfier, mais c'est pas ce que tu crois. Voilà, Jésus lui-même, voilà, c'était génial. Dans tous les cas, fermez les yeux, il y a rien à voir. Non, cet attentat n'a rien à voir avec l'immigration. Non, cet attentat n'a rien à voir avec l'islam. Oui, c'est la faute de l'extrême droite de toute façon. Bon, très bien. Du coup, l'extrême droite, que dit-elle ? L'extrême droite, à part dire il faut réduire l'immigration, n'a pas forcément eu besoin de dire grand-chose. Et du coup, de cet attentat, en a découlé quand même pas mal de choses en Allemagne, avec l'effondrement du gouvernement d'Olaf Scholz et l'appel à des élections anticipées. Voilà, le président a déclaré qu'on convoquait de nouvelles élections le 23 février prochain, soit 7 mois avant la date initiale. Et donc les sondages parlent, et oui, parce que les sondages sont en train de parler d'une manière assez frappante et qui pourrait avoir des conséquences directement sur la France et sur toute l'Union européenne. On a un sondage qui donne l'AfD, donc le mouvement pseudo d'extrême droite, devant à 23%, devant les conservateurs à 22%. Donc on a un point d'écart entre les deux mouvements, ce qui est une première en Allemagne. Hein. Moi j'ai vu un reporter de TF1 qui disait c'est la première fois depuis 1945 que l'AfD est devant en Allemagne. Voilà, ok, nickel. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai vu un autre sondage qui donne la droite conservatrice devant l'AfD un tout petit peu. Donc les deux, apparemment, ça se joue des coudes très sévères, sachant que il y a toujours ce phénomène dans les sondages que parfois on n'ose pas trop dire qu'on vote pour l'AfD ou le RN ou quoi que ce soit. Donc il est fort possible que l'AfD arrive première. Et c'est sûr qu'en Allemagne, c'était pas trop la tendance. Nous, il y a eu beaucoup les écolos, les trucs comme ça, mais en fait en Allemagne, ça se passe par coalition. Vous savez, en fait, les partis s'allient entre eux, comme un peu ça s'est fait avec Modem, Horizon, LREM en France. Et là, il y a eu j'allais dire une mésentente, hein, c'est pas ça, mais en gros, l'alliance s'est rompue avec Olaf Scholz. Du coup, il n'avait plus la majorité. Et donc, nouvelles élections, un petit peu comme en France. Et là, au final, lui, c'est pas comme Macron qui avait dissolu parce que le RN était trop haut et il se retrouve avec encore plus de RN. Là, au final, c'est parce que lui, il n'avait plus la majorité. Je sais pas à quoi ils s'attendent, mais si la droite et l'extrême droite passaient en premier en Allemagne, ce serait un coup de tonnerre monumental vu la place de l'Allemagne dans l'Union européenne. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Alice Weidel, c'est la personne prédestinée à être donc la nouvelle chancelière allemande d'ici quelques semaines. D'ailleurs, je viens de tomber sur un nouveau sondage là, qui met l'AfD à 24%, soit 3 points devant les conservateurs. Donc, et Olaf Scholz complètement relégué à 15%. Donc, voilà, ça va vraiment se jouer entre les deux, entre le conservateur et l'AfD. Et notre très chère Alice qui a déclaré que si elle remporte les élections, l'Allemagne sortirait de l'Union européenne. Sachant qu'on nous vend, là, rappelez-vous les
les cours d'éducation civique à l'école, c'était quand même un grand moment, j'espère que vous en avez plein de souvenirs. On nous disait toujours, le couple fondateur de l'Union Européenne, c'est France-Allemagne, voilà, pour la paix, toujours, bien sûr, parce que vous savez que depuis qu'il y a l'Union Européenne, il n'y a plus jamais eu de guerre. Voilà, l'Ukraine, ça n'existe pas, et j'en passe des meilleurs. Mais là, s'il y a un des deux membres comme ça, fondateur historique, un des qui contribue le plus, l'Allemagne, qui s'en allait, mais imaginez le tsunami. Est-ce que nous, on ferait un référendum ou toujours pas? Est-ce qu'on se poserait la question toujours pas? De toute façon, si l'Allemagne venait à sortir de l'Union Européenne, il n'y aurait plus d'Union Européenne, puisque l'Allemagne est le premier contributeur net au budget de l'Union Européenne, devant la France. Donc plus d'Allemagne, plus d'Europe. Donc là, c'est là où les Frexiteurs français vont être contents. La France fera un Frexit sans l'avoir fait, en fait, si vous voulez. C'est l'Allemagne qui fera le Frexit à la place de la France. Plus d'Allemagne, plus d'Union Européenne. Ouais, il y aurait un espèce de Brexit, ce serait Bruxelles elle-même qui exploserait, on peut dire. Sauf que moi, je suis sûr, enfin là, c'est un pronostic personnel, même si l'Allemagne s'en allait de l'Europe, ils trouveraient une combine pour ce que la France contribue plus, faire rentrer d'autres petits pays, et pour que l'arnaque continue avec les autres, comme là, sans le Royaume-Uni, tu vois, ça continue quand même si oui, ils contribuaient pas autant que l'Allemagne. Si l'Allemagne part, l'Allemagne qui est le premier pays contributeur, je vous le rappelle, et de très très loin. Le troisième pays contributeur, c'est l'Italie, mais à un niveau vraiment bien en deçà des Allemands, suivi de l'Espagne, des Pays-Bas, la Pologne et tous ces petits pays qui contribuent. Tu sais, les mecs, ils mettent 1 euro dans la cagnotte, quoi, tu vois, mais c'est l'Allemagne et la France qui mettent 50 balles, tu vois, ça c'est comme pour un anniversaire. Tu dis, tiens, on ouvre une cagnotte pour l'anniversaire de Pierre, vous voulez participer? Tu sais, t'as toujours Jean-Louis et Michel qui donnent 50 balles et puis le reste ils donnent 1 euro. Bon bah là c'est à peu près pareil si tu veux. Donc si l'Allemagne s'en va, bon bah on n'aura plus d'argent dans la cagnotte. Hein. C'est ça. Et là pour le coup il y aura plus. C'est pas comme une carte d'anniversaire où notre nom sera marqué de la même taille en fonction du montant qu'on a contribué. Là je sais pas ce que ça fera, mais moi écoutez, vu ce qui s'est passé en Roumanie, je vois pas comment les grands décideurs de ce monde, et là je parle au-delà de l'Union Européenne, je parle encore au sommet de la pyramide, comment ils vont laisser l'Union Européenne s'écrouler. Je ne vois pas comment c'est possible que cette institution qui contrôle absolument toutes les politiques dans les pays, sociétales, sociales, économiques, comment ce grappin pourrait s'enlever de nous. Mais je ne vois pas comment ils pourront laisser faire. Je peux pas même y penser, l'imaginer. Franchement, j'arrive pas à me convaincre de ça. Moi non plus, mais est-ce que, comme avec la politique française finalement, est-ce qu'on n'arrive pas à la fin du cirque ? Tu vois ce que je veux dire ? Et donc au bout d'un moment, inévitablement, le cirque va prendre fin et il va y avoir une explosion tout simplement de tout ce qui contrôlait ce cirque, et l'Union Européenne en fait partie. Est-ce que c'est pas tout simple ? Est-ce que la nature n'est pas tout simplement juste bien faite ? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin et qu'au bout d'un moment, il faut que ça se rééquilibre entre le yin et le yang ? Je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le clown du cirque, là, le cirque dont tu nous parles, il essaie de nous faire un petit dernier tour de rappel. Voilà, s'il y a assez d'applaudissements, s'il y a assez encore de gens hypnotisés par son numéro de jonglage et de monoroue, il va revenir, et c'est le président de l'Allemagne. Alors lui c'est génial, il faut que je vous cite 2 lignes de ce qu'il a dit dans son discours pour justifier, où en fait il dit il va y avoir des élections, c'est hyper important. Il dit alors les préoccupations majeures pour l'Allemagne sont les guerres au Proche-Orient et en Ukraine, ainsi que les questions de contrôle de l'immigration et de l'intégration. Voilà, c'est pas contrôle de l'immigration et de l'intégration, c'est encore plus important que le contrôle d'immigration. Et déjà là, il parle de contrôle d'immigration, c'est déjà énorme, et du changement climatique dont les conséquences nous touchent de plus en plus. Voilà, donc il dit quand même, n'oubliez pas, il faut qu'on vous vole votre argent, il faut financer les guerres, il faut financer l'intégration des immigrés qu'on a fait rentrer à tire-larigot, et du changement climatique, il faut quand même qu'on vous vole. Nous oubliez pas les mecs. Donc est-ce que les Allemands vont se laisser avoir par ce numéro de flûte? Je ne sais pas. C'est étonnant quand même, une promesse pareille, plus de taxes, plus d'Afghans, plus de Turcs, comment les Allemands peuvent résister à ça et ne pas voter pour l'AfD? Non mais franchement, on se le demande, c'est comme en France, plus d'Algériens, plus de taxes, plus de ZFE, vous ne pourrez plus rentrer dans les villes parce que vous avez des voitures qui polluent un peu trop. Enfin, comment résister à ça? Comment ne pas voter pour autre chose? Pour l'instant, les Allemands, à entre 22 et 25%, vont voter pour l'AfD. Suite au prochain épisode, ça sera donc le 23 février. On verra qui deviendra le nouveau chancelier allemand. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il se pourrait qu'un tremblement de terre
arrive. Et oui, le tremblement de terre, attention, à condition qu'on ne vole pas l'élection, parce que je vous ai parlé de notre numéro de cirque qui était en cours avec le clown, le président de l'Allemagne. Il nous a dit l'influence extérieure constitue un danger pour la démocratie, qu'elle soit secrète comme ça s'est révélé récemment lors des élections en Roumanie, ou alors ouvertement et non dissimulée comme c'est le cas de manière particulièrement intensive sur la plateforme X. Et oui, la Commission européenne a déjà annoncé une enquête contre TikTok, les amis, parce que ils sont soupçonnés d'avoir manqué à leurs obligations et d'avoir ouvert la porte à des possibles manipulations russes. Parce que je vous le rappelle, il faut bien que vous mettiez ça dans la tête, les amis. On a censuré les gens qui parlaient d'effets secondaires pour le vaccin. On a censuré les gens qui étaient contre le confinement. On a censuré énormément de scientifiques multi-reconnus pendant le Covid. Ça c'est oui. On a censuré des chercheurs qui dénoncent peut-être que le CO2, je sais pas, est-ce que ça vaut un passeport climatique? Est-ce que ça vaut qu'on ait encore des taxes? Est-ce que vraiment c'est à cause des humains qu'on émet du CO2, etc. On les a censurés, ces gens-là. Ça on peut. Mais alors par contre, ne pas censurer des soutiens d'un candidat anti-OTAN, ah non! Ça on peut pas. Donc l'Allemagne, même s'ils perdent les élections, est-ce qu'ils laisseront faire? Je ne sais pas. En tout cas, le tremblement de terre, c'est sûr qu'il peut arriver peut-être plus vite que ce qu'on croit. Et puis même dans tout ça, moi ce que j'adore, c'est quand on nous dit que X est un danger pour la démocratie, ce qui veut dire que vous, chers auditeurs de notre podcast, vous n'êtes pas assez intelligents, vous êtes de sombres gueux, vous n'arrivez pas à réfléchir par vous-même, oui, vous n'arrivez pas à discerner qu'est-ce qui est bon et mauvais. En fait, vous votez pour des politiques d'extrême droite, le nazisme à nos portes, vous votez pour ça, mais vous n'en avez pas conscience. En fait, voilà, on nous a dit que le RN, le vote Rassemblement National en France, ou le vote AfD en Allemagne, ou le vote Vox en Espagne étaient des votes contestataires. Plus ça va, plus on se rend compte qu'en fait, non, les gens sont d'accord pour réduire l'immigration. Non, les gens sont vraiment d'accord pour avoir beaucoup moins de taxes. Non, les gens sont vraiment d'accord pour avoir moins d'assistanat. Et donc là, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Et oui, et les gens, je pense qu'ils sont surtout d'accord pour virer ce qu'il y a à l'heure actuelle. En vrai, je pense qu'il y a aussi de ça, attendez, mais pourquoi je suis en train de m'appauvrir? Pourquoi mon centre-ville est en train de devenir Chicago? Je ne comprends pas. Et ça, tous les partis ont des partisans qui se disent, mais attendez quand même, vous nous avez fait des promesses. C'est comme là, vous vous souvenez de la promesse de notre président en 2017, il y aura plus de SDF dans les rues. Bon si vous êtes baladé encore là à Noël, que vous êtes rentré dans vos familles, j'imagine qu'il y avait encore des SDF. C'est ça, je pense que les gens aussi, ils veulent dégager ce qui se fait à l'heure actuelle. Donc voilà, c'était le petit sujet allemand du jour. Que va-t-il se passer le 23 février? Évidemment, on vous tiendra au courant si le tremblement de terre a lieu, si l'AfD, le parti d'Alice Weidel, fille spirituelle d'Hitler, est donc à la chancellerie allemande. Nous verrons ça évidemment tous ensemble. En tout cas, je vous laisse évidemment vous informer sur la suite de ces élections, voir un peu les sondages, comment ça se passe, et puis non, on en reparlera en temps voulu. Pour l'instant, mon ami Trotsky, c'est parti, on reprend le tram, on traverse le Rhin et on file dans notre asile psychiatrique préféré, la France. Prends ta blouse blanche, on y va. Pendant ce temps-là, en France... Et oui, la France qui nous régale tous les jours. Alors tu vois, je pensais que la semaine de Noël serait une semaine assez calme pour le pays. Eh bien non, la France nous régale encore et encore de dinguerie. Mais pour une fois, ça va être une première là en 6 épisodes dans l'autre côté du mur. On a une info positive. Alors évidemment, les fêtes de Noël ont été quelque chose de plutôt positif, mais à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale, la France s'est démarquée. La France a raccordé le plus gros réacteur nucléaire du monde, l'EPR de Flamanville. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Donc voilà, c'est un réacteur nucléaire 3e génération qui consomme beaucoup moins d'uranium et qui produit plus longtemps. Donc c'est 60 ans minimum, à savoir que la durée de vie d'un réacteur nucléaire aujourd'hui est de 45 ans. Donc prouesse technique des ingénieurs français. Il faut les saluer parce que c'est pas facile de travailler en France, de scoltiner la classe politique la plus con de l'histoire et la plus parasitaire surtout du monde. Donc bravo à eux, l'EPR de Flamanville vient d'être accordé au réseau. On espère évidemment que ça va faire peut-être baisser les prix de l'électricité, même si l'Union européenne fera tout pour que ça ne se passe pas comme ça. Mais en tout cas, voilà, on tient à féliciter nos ingénieurs d'EDF et de tous les sous-traitants qui ont travaillé sur ce projet. Et voilà, le lobby, voilà, c'est ça, de l'autre côté du mur, lobby pro-nucléaire, il félicite le nucléaire et c'est un malade. Attends, tu te rappelles de Fukushima, Tchernobyl, mais t'es un malade. Et voilà, le lobby pro-nucléaire, ils sont partout, c'est des malades. Et putain, et voilà, et Jean-Michel Plattier, personne va le contredire. Attends, mais tu veux qu'on meure tous? C'est ça l'énergie que tu veux?
alors qu'il y a du soleil qui est disponible. Attends, tu veux qu'on se mange un accident nucléaire? Malade, il est fou lui, il trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est ça ta seule bonne nouvelle? Alors qu'il y a plein de choses bien qui se passent. Par exemple, on a augmenté l'AME, hein, ça c'est bien. Tes bonnes nouvelles là, tu vas te les garder, oui? Alors qu'on pourrait mettre des éoliennes de partout, on pourrait planter une éolienne dans chaque jardin de chaque Français et le taxer pour avoir une éolienne dans son jardin. Moi personnellement, je suis contre que les Français aient des jardins parce que évidemment ça prend trop de place et il faut quand même partager l'espace de la terre. Donc personnellement, je suis contre que les gens aient des jardins. Mais ceux qui vivent dans des HLM de 60 étages, voilà, moi c'est plutôt ça en fait ma vision que j'ai de la vie en général plutôt des Français. Mais en fait, il faudrait que à la place qu'on ait des champs, parce que les champs en fait ça sert à rien, les vaches pètent et donc ça pollue. Eh bien, il faudrait mettre une éolienne au mètre carré. Voilà, dans tous les espaces inoccupés. Et nous, on vivra dans des grandes villes du quart d'heure. On aurait à disposition le supermarché, le Netflix. Bon, bah ça c'est pour chez nous. Bon, on n'aurait plus besoin de sortir de chez nous en fait. Voilà, c'est mieux. Et donc, il y aurait que des éoliennes dehors et que des grands bâtiments. Voilà, grands bâtiments où il y aurait l'électricité qui se ferait au vélo à la cave, où les 60 000 habitants de cette barre HLM viendraient se relayer. Et puis on ferait venir plein d'immigrés d'Afrique pour faire le travail que les Français ne veulent pas faire, c'est-à-dire pédaler dans les caves pour faire bouger les éoliennes et faire du vent et de l'électricité. Alors, elle est pas belle la vie? Et surtout, les immigrés, en fait, on les sauverait de leur guerre. Par exemple, la guerre qu'il y a actuellement, les immigrés saoudiens, comme l'a dit voilà, le mec qui a fait l'attentat en Allemagne. Eux, les immigrés laïcs saoudiens, c'est eux qu'il faut sauver parce que c'est hyper important. Ah putain, ouais, heureusement qu'on rigole quand même. On n'est pas cher payé, mais on rigole bien. Et on va continuer à rigoler évidemment parce que vous avez vu cette semaine, eh oui, François Bayrou. Alors je sais que ça fait 3 semaines qu'on lui tape sur la tronche à lui, mais franchement il mérite. Et là François le 23 décembre a annoncé son gouvernement. Et alors là les gars, là on a pépite sur pépite. Hein. Ah, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. On était en train de préparer un peu les repas de Noël. Hop, le gouvernement qui tombe. Avec des jours de retard et tout, on l'attendait plus. Et là je commence à suivre un live X. Que des noms de fous furieux. Je croyais que j'étais sur une chaîne de blagues. Tu vois ce que je veux dire? Je croyais que j'étais revenu sur Les Guignols, sur Groland. Il y avait des noms. En fait, je n'y croyais. Je vous jure que j'y croyais pas. Moi, il y a même des gens qui m'ont envoyé un message sur le compte Instagram du podcast pour me dire non, mais en vrai, ils savent que ça va durer pas longtemps. Et du coup, ils ont essayé d'amuser les gens pendant les fêtes de Noël. Et regardez qui on va ressortir. Manuel Valls. Non, la vie de ta mère. Manuel Valls. Ah ouais, bravo Manuel Valls. Oh, ça celui-là. Celui-ci, franchement, on l'avait pas vu venir. Manuel Valls, c'est celui qu'on n'avait pas vu venir. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, c'est quand même exceptionnel. El Blanco est de retour parmi nous pour notre plus grand plaisir. Voilà celui qui avait dit pas assez de white, pas assez de Blanco, belle image de la ville d'Evry. Le raciste par excellence, Manuel Valls est de retour aux Outre-mer et celle-là, on l'avait pas vu venir. C'est vrai que Manuel Valls était parti un peu en Espagne. Il s'était dit est-ce que je vais me faire élire en Espagne? Ça n'a pas marché en Espagne, donc il est venu tâter un peu la queue de Macron. Puis Macron l'avait pas mis au gouvernement. Puis là, voilà, il est tombé sur plus traître que lui, plus ouf que lui. Il est tombé sur François Bayrou. Et mais François, il a mis au gouvernement. Ah, c'est génial. Et encore, t'as oublié dans sa carrière, attends, une ligne reluisante au CV, quand il était chroniqueur télé, chroniqueur à BFM. Et oui, chroniqueur actualité à BFM. Et oui, la vie de Manuel Valls, ça vaut quand même cher, parce que c'est quand même un mec qui s'est absolument trompé sur tous les grands combats. Enfin, le mec, c'est-à-dire, il a été à contre-courant à chaque fois des grandes réformes. Le mec... Enfin, c'était horrible à chaque fois son avis. Le mec, c'était le pire prophète au monde, au point qu'il a dû quand même s'exiler, faire de la politique dans un autre pays. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la violence, tellement il était rejeté dans son propre pays. Mais heureusement, pour lui, les Français n'ont pas de mémoire. Ils se souviennent pas qu'en fait, il a été obligé. Il est pas parti pour le soleil espagnol, le mec. Il est parti parce qu'il était détesté, mais à un point qui quand même, c'était côte à côte avec François Hollande. C'est juste qu'on a oublié avec les attentats de 2015, comme là, ils avaient une voix bien grave quand ils disaient « Nous retrouverons et nous punirons tous ceux qui ont perpétré ces attentats. » Et là, tout le monde a fait « Ah ouais, ah non, ils sont sérieux. » Mais en fait, on a oublié qu'on les détestait les années d'avant. On les détestait, mais énormément. Heureusement, certains Français n'ont pas oublié à quel point on détestait Manuel Valls. Et il faut saluer ce petit auditeur de France Inter qui nous a régalé. Oui, Jean-Noël qui a fait un petit appel contre appel au standard pour passer en direct et parler à Manuel Valls. On écoute Jean-Noël, vous allez voir, c'est... pépite. Jean-Noël, bonjour. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qui cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu,
Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par ailleurs, ce n'était pas la question qui était prévue puisqu'il y a, vous le savez, un filtrage aux standards de France Inter et les... Stratosphérique. Et alors, vous remarquez, donc le gars, au bout de 40 secondes, il se fait couper immédiatement par l'animateur qui avoue, le mec, l'animateur de France Inter, il avoue en direct, le journaliste, il dit normalement, c'était pas la question qui était prévue. Et oui, parce que, évidemment, vous savez que là, quand un politique vient la parole aux auditeurs, vous connaissez ce slogan, ah ben vous pouvez poser des questions. Non, vous pouvez poser des questions qui seront validées et on vous rappelle si c'est intéressant, si on estime que c'est bon, c'est bien dans la doxa, c'est bien une question qu'on peut poser. Et là, il lui dit « Ah non, Jean-Noël, oh Jean-Noël, là tu n'as pas posé la question qui était prévue, donc ça c'est pas bien parce qu'il faut que tu lui poses des questions hyper intéressantes comme par exemple alors qu'avez-vous appris en Espagne sur la politique, alors pour l'Union Européenne, que pensez-vous de la réforme des retraites plutôt 66 ans,6, 66 ans,7, qu'en pensez-vous des transitions de genre. Je pense que voilà, il fallait lui poser des questions comme ça. Là en fait il a fait un historique des trahisons, vous l'avez entendu, en plus il fait ça de manière super forte. Et Jean-Noël, j'espère que t'écoutes le podcast parce que en plus toi t'as une capacité de synthèse, il a dit tous ceux qu'il a trahis, quel génie. Oh, Jean-Noël, bravo. Jean-Noël, vraiment, je te dis un grand bravo. Et tous ceux qui ont dit, oui, c'est pas bien, il l'a insulté, donc étron, pour ceux qui, je sais qu'on a des auditeurs jeunes, pour ceux qui disent plutôt, c'est l'équivalent dans votre langage de grosse merde. Voilà, c'est vraiment l'équivalent littéral de merde. Eh bien, il dit non, il dit pas que c'est une merde, il dit pire qu'un étron, c'est encore pire, c'est au-delà, donc il le traite pas vraiment de merde. Donc quand le journaliste dit il y a des insultes, on arrête, non, il l'a comparé, il a dit que voilà, au niveau des trahisons, on pouvait dire que c'était pire qu'une merde. Bon, c'est vrai que... Bon, et là, François nous a sorti le cartel après Manuel Valls, il nous a ressorti Elisabeth Borne à l'éducation. Moi, je n'ai jamais compris un truc, c'est comment tu peux passer d'un ministère à l'autre, comme ça, Premier ministre, ministre de l'Éducation nationale, ministre des Armées, ministre de la Pêche, ministre de l'Environnement, ministre... Mais attends, il faut pas des compétences pour être ministre, qu'est-ce qui se passe ? Écoute, moi, j'ai toujours la théorie, la dernière fois, on a fait la théorie de la galette des rois pour les présidents d'Afrique. Moi, j'ai la théorie du Secret Santa. Je pense que tu sais, il y a tous les mecs autour de la table, il y a tous les frérots, tous les mecs, qui est-ce qu'on va pouvoir payer 20 000 balles, qui est-ce qui va pouvoir nous aider avec des entreprises dans le privé, des deals pour l'État. Ils sont autour d'une table et tu vois, je pense qu'ils se font des cadeaux. Par exemple, hop, tu ouvres ministère de l'économie et donc il y a une espèce de tirage au sort. Moi, je vois que ça parce que les mecs n'ont aucun lien. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que cet extrait-là aussi, il existe. Je sais pas si on l'aura, mais l'extrait où Elisabeth Borne dit François Bayrou m'a choisi. Il est vrai que je ne connais pas beaucoup les sujets de l'éducation nationale. Mais qu'est-ce que tu fais là alors ? T'es pas... Attends, pourquoi t'es payé 12 000 € pour un truc que tu connais pas ? Mais moi je viens pas expliquer aux ingénieurs qui font décoller des fusées comment faire, c'est pas mon domaine. Putain, pourquoi t'es la chef ? Là, la meuf c'est la chef de tous les profs pour organiser l'école, qui est le pire chantier du monde, alors qu'elle a pas de compétences. Non mais c'est incroyable ça. On voit bien qu'en fait, politique c'est un métier professionnel, c'est juste faire des discours, essayer d'écouter un peu les sondages, aller dans le sens du vent, changer un conseiller par-ci, un conseiller par-là. Mais alors, les compétences, on s'en fout totalement. Qu'on ait travaillé dans ce domaine-là, on s'en fout. Et je sais, je vous anticipe, je vous connais, il y en a qui vont me dire « Eh bien, c'est ce que Macron, il a fait, il a mis des gens de la société civile, regardez, tous les députés qui étaient de la société civile. » Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, qu'ils ont mangé les plats des 5 meilleurs ouvriers de France de l'Assemblée nationale et qu'ils ont été payés 8 000 € par mois, ils avaient plus envie de défendre les intérêts de ceux qui gagnent 1 500 €. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tu peux vite basculer dans la politique professionnelle. T'as tout bien résumé. Et donc après Elisabeth Borne, après Manuel Valls, on nous a ressorti Darmanin à la justice. Bon, allez, là vous me direz, c'est peut-être le seul choix cohérent de mettre un mec un peu à droite avec Retailleau à l'intérieur. C'est déjà beaucoup mieux que de mettre Retailleau à l'intérieur. Le mec, il veut faire des gros charters avec un énorme gauchiste. Donc c'est le choix un peu cohérent. Mais bon, on va devoir revoir la fif de Darmanin. C'est quand même, enfin voilà, c'est vrai que si t'as pas pris un Xanax avant, tu peux vomir. François nous régale, il nous a sorti Juliette Méadel à la politique de la ville. Alors si vous ne savez pas ce que c'est la politique de la ville, en fait c'est on prend vos impôts et on les met dans les banlieues, voilà. Et ça change rien, l'État n'y va toujours pas, il y a toujours pas, les pompiers se font caillasser, les policiers, bon, ils vont discuter un peu, ils prennent un chouf de temps en temps, mais on saisit pas les armes, on saisit pas la drogue non plus. Bon, voilà, on sait pas trop ce qui s'y passe, il y a des voitures qui brûlent, on va les éteindre le 1er janvier, là, si vous écoutez que c'est déjà passé, bah vous avez vu les bouteurs qui ont brûlé, nous on est là, on est le 30,
Bon bah je sais déjà qu'il y a des voitures qui ont brûlé. Donc on met des milliards et des milliards. Il y avait eu un plan à 150 milliards je crois à l'époque. Bon bah est-ce que ça s'est amélioré? Je crois pas. On repeint les cages d'escalier, puis 2 jours après, certains vont faire pipi dedans. Voilà. Bon ben voilà. En gros c'est ça. Vos impôts servent à financer un peu tout ça. Là, donc voilà. Donc, la politique de la ville, c'est en fait il faudrait pas appeler ça la politique de la ville. Il faudrait appeler ça la politique des banlieues. Voilà. Et au moins on règle le problème parce que oui, vos quartiers là où vous habitez vous, chers Français, ne sont pas assujettis à l'argent de la politique de la ville. Non, on s'en bat les steaks. Franchement, pas du tout. Et donc Juliette Méadel, donc voilà, a fait sa première interview sur LCI en nous disant que sa ligne rouge, c'était la préférence nationale. Je suis viscéralement hostile à la préférence nationale dans le droit français. François Bayrou aussi, je lui fais confiance. Voilà, donc la meuf est ministre de la France et en fait elle dit en gros que bon ben voilà la priorité aux Français sur le territoire français, bon ben elle y est complètement hostile quoi. Ça c'est ma ligne rouge, ça c'est la limite. Ah non, on va quand même pas avantager les Français en France. Ça c'est ma limite absolue. Alors je veux bien qu'on coupe le sexe aux enfants qui se sentent filles. Bon, ils ont 7 ans, c'est pas grave, on leur coupe les seins, hop, on leur met une petite bite. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, la préférence nationale, c'est non. Alors là, c'est non. Et alors Juliette, évidemment, en fait Juliette, je pense que c'est la ministre qui s'est réveillée de 40 ans de coma. En fait, elle est encore, elle est encore en 2002 à manifester contre Jean-Marie Le Pen. Donc dans cette même interview, on lui a posé la question: qu'est-ce que l'immigration apporte de positif à la France? Réponse: le renouvellement, l'enrichissement, la confrontation à la différence, l'ouverture, tout ça dans le respect du cadre républicain. C'est une évidence, non? Mais c'est génial. Les citations que tu nous donnes d'elle, mais tu me donnes à manger pour les 160 podcasts à venir. Mais c'est incroyable, c'est absolument génial. Mais là, je suis d'accord avec elle sur un point, le renouvellement. Oui, ça c'est sûr, il y a un renouvellement. Il y a un mot qui commence par R aussi. Et tu sais, quand il y a un changement, par exemple au football, on dit le joueur numéro 7 est par l'autre. Bon, comme c'est interdit, je le dis pas, mais vous avez compris. Peut-être que c'est pas renouvellement le mot qu'elle voulait dire, mais c'est sûr qu'il y a un grand renouvellement. Un grand renouvellement de population, oui, tout à fait. Oui. Non, mais la meuf est bloquée en 2002. Là, elle est en manif avec Dominique Sopo, touche pas à mon pote, là. Contre le FN et Jean-Marie Le Pen. Tu sais, avec, ils ont fait défiler en 2002, tu sais, ils ont les profs gauchistes, ils ont dit à leurs élèves: allez, on annule tous les cours, on va défiler contre Jean-Marie Le Pen. Bon, ben voilà, Juliette, elle est encore là, mais Juliette va être contente puisque François a aussi nommé Éric Lombard nouveau ministre de l'économie. Alors franchement, plus les ministres de l'économie sont nommés, plus je regrette Bruno Le Maire. Donc c'est vous dire, c'est vraiment et pourtant vraiment pour regretter Bruno Le Maire, je peux vous dire que donc le ministre de l'économie, donc voilà, qui a déclaré: nous avons besoin de logements sociaux partout, dans toutes nos villes. C'est un élément de diversité et d'inclusion. Donc voilà, chers Français, si vous n'êtes pas encore touchés par les logements sociaux, eh bien sachez que le ministre de l'économie ainsi que la ministre en charge de la politique de la ville en feront leurs affaires et vous allez pouvoir vous enrichir de diversité et d'inclusion pour le plus grand bonheur de tout le monde. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez des apparts qui valent un peu cher, vendez maintenant et expatriez-vous loin. Voilà. Bah, écoute, moi je dirais, je veux bien des logements sociaux, c'est intéressant, je pense qu'il y a des gens accompagnés, etc. Sauf que pour qui les logements sociaux? Quels vont être les critères? Parce que moi, je connais des gens qui vivent dans les logements sociaux. On m'a raconté des choses. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui foutent le bordel là-dedans. Parce qu'en fait, sur 10 logements sociaux, il y a 9 personnes très bien qui sont là, qui travaillent, qui ont un salaire un peu précaire parce que on a fait que tout est taxé, que la vie est extrêmement chère et que le logement est inaccessible, en particulier dans les grandes villes. Donc il y a des gens qui ont du mal à se loger, qui bénéficient de logements sociaux. Sauf que pour 2 étages, il y a souvent une famille de fouteurs de merde. Alors là, ça va de dealage de drogue, à pisser dans les escaliers, à racketter les voisins, etc. Et ces gens-là ne sont jamais exclus, en fait. C'est ça le problème, c'est que du coup, ça devient un immeuble horrible par la force d'une famille. C'est ça qui est horrible, c'est que même les gens des logements sociaux, eux-mêmes, sont gangrénés par des gens qu'on ne vire jamais de ces logements. Le bruit et les odeurs, comme dirait Chirac. Eh oui, c'est ça la réalité des logements sociaux. Plus aucun Français n'y vit dans ces logements-là, d'ailleurs. Faut qu'on se le dise, parce que aujourd'hui, elle a raison. La ministre de la politique de la ville, elle est farouchement hostile à la préférence nationale. Mais
qu'elle ne s'inquiète pas. Il n'y a pas de préférence nationale dans les logements sociaux. Les Français précaires vivent soit à la campagne, soit se taisent et vivent dans leur voiture et se chauffent avec le chauffage de leur bagnole en février sous moins 3 degrés. Non, vous inquiétez pas. Et puis quand bien même on octroierait un logement social à un Français dans n'importe quel quartier de France, mais il fuirait au bout de 3 semaines. Et oui, mais malheureusement, il y en a qui peuvent ne pas fuir et qui doivent se taper les gens infernaux, les rodéos à 3h du matin, les business dans la cage. Enfin bon, là, il y a aussi des grands nettoyages. Je sais qu'il y a des villes qui ont commencé à virer les gens qui étaient impliqués dans les trafics de drogue, etc. Ça a fait des grandes levées de boucliers. J'attends de voir si cette réforme va continuer d'avoir une expansion, le vent en poupe, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là, parce que Dieu sait que oui, le mal logement, c'est un mot qui est extrêmement grave. Exactement, même si je pense que les réformes ne suffisent pas pour les banlieues, à mon avis, il faudrait larguer des missiles, tout raser, faire un parking. Voilà. Ou des Ikea, des Castorama, enfin c'est ce que vous voulez. En tout cas, il ne faut plus de banlieues en France. En tout cas, plus de banlieues avec des Africains et des Arabes à l'intérieur. Ça, c'est une évidence. Je le dis, alors je sais que certains vont se dire, putain, mais il dit les choses quand même de manière très paisible. Mais en même temps, je pense que personne ne pourra me contredire là-dessus. Je ne connais personne qui viendra me dire, non, mais ça se passe super bien en banlieue, c'est super. Non, personne va dire ça. Donc la vérité, elle est là. Moi, je dis les termes. C'est comme ça. Bon, en tout cas, le gouvernement Bayrou nous a encore régalé. Trotsky, est-ce que tu as un petit mot à rajouter ? J'ai un mot à rajouter, que ces gens, il faut absolument, souvenez-vous de leurs déclarations, etc. Suivez des comptes Twitter qui repassent un peu des archives. Et je voulais juste dire un truc, que encore une fois, on nous a menti sur les intentions, supposément. La République, c'est important, moi je suis pour la République. Elisabeth Borne avait dit qu'elle n'accepterait plus de ministère. Voilà, qu'elle avait fait sa part, que ceci, que cela, qu'elle n'accepterait plus. Et elle revient à la gamelle, évidemment, et elle revient bouffer le fric. C'est juste ce que je voulais dire, c'est que encore une fois, ils viennent pomper l'argent, nous dire qu'ils vont arrêter et ils reviendront. Donc si on laisse passer ça, que voulez-vous ? Moi, j'entends beaucoup les Français dire ah là là, qu'est-ce que j'aimerais pas être à leur place, ça doit être dur d'être ministre. Mais vous voyez, ils reviennent toujours à la gamelle, donc c'est que la soupe doit être très très bonne, croyez-moi, sinon ils n'y reviendraient pas. Bref, info suivante, et là c'est des infos avec un S, les perturbations pendant les messes de Noël. Oui, il y en a plein et vous allez voir, ça va lier un sujet dans lequel nous avons eu un débat, c'était dans le 2e épisode. Cathédrale de Saint-Charles à Saint-Étienne, la messe de Noël perturbée par un homme vêtu d'un long vêtement de type djellaba ou camis. Saint-Germain-en-Laye, un homme entre dans une église le jour de Noël en criant Allah Akbar puis se dirige vers l'autel et montre son postérieur. Sans doute un anti-islam. Montpellier, vitrail brisé, argent volé, tronc dégradé, l'église Sainte-Thérèse, victime d'un cambriolage durant la nuit de Noël. Donc voilà, pas mal d'églises, de messes perturbées à Noël, et ça nous ramène au sujet qu'on a eu à l'épisode numéro 2, c'était le débat sur l'incendie de Notre-Dame. Moi je posais la question de manière innocente à Trotsky, est-ce qu'on a des infos sur l'incendie ? Alors voilà, un débat est parti, et moi j'ai penché pour la guerre civilisationnelle. Je disais à Trotsky que, moi je pensais qu'une civilisation nous en voulait et faisait cramer des églises, parce que beaucoup d'églises crament en France. On a d'ailleurs le chiffre, on va vous le donner. Quand il faut savoir qu'il y a 50 ans, aucune église ne cramait en France. Ces églises, elles ont 300, 400, 500, 600 ans d'histoire, elles n'ont jamais cramé. Et là, depuis quelques années, combien d'églises ont brûlé, Trotsky ? Alors, je vais vous dire, je tiens juste à préciser que dans ce débat qu'on avait eu sur Notre-Dame, en fait, on ne l'avait pas tranché parce qu'il y a un autre truc qui est très grave. C'était en 2019, l'enquête n'est toujours pas résolue. Juste pour info, à l'heure actuelle, il n'y a pas de complotiste, pas complotiste. On ne sait pas ce qui s'est passé à Notre-Dame. On ne sait pas. Et on ne le saura pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, toutes les théories sont permises. Ça, c'est premier point. Deuxième point, sur le nombre d'églises. Je suis allé vérifier, et là, je suis allé sur fact-check AFP, les amis. Donc, c'est-à-dire que niveau backup des sources, là, je suis au maximum. Personne ne peut me tester. C'est le petit site qui s'appelle Factuel de l'AFP. C'est-à-dire, on débunk les fake news. Et donc, ils nous disent, je vais vous citer les 2 dernières années, allez, en 2023, 27 églises ont été endommagées par des incendies, qu'ils soient accidentels ou criminels. Par ailleurs, 854 actes antichrétiens ont été enregistrés la même année. Donc incroyable, ces églises qui ont des centaines d'années d'histoire crament en France comme ça du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Les messes de Noël sont perturbées. Et est-ce que là, du coup, ma thèse du conflit civilisationnel ne prend pas tout son sens, à ton avis ? Alors, à mon avis, soit il y a une guerre civilisationnelle, soit il y a une date de péremption. Tu sais, la dernière fois, j'achetais des cartouches d'encre et en fait, je me suis rendu compte que les cartouches d'encre, elles avaient 1 an de date de vie.
et après quand tu la mets dans ton imprimante, ça te dit ah non, c'est trop vieux, ça risquerait d'endommager votre imprimante. Bah ça se trouve en fait les poutres, elles avaient 1200 ans et au bout de 1200 ans, hop, elles s'autodétruisent et elles se mettent à brûler. C'est peut-être ça, hein. On n'a pas regardé la notice, ça on est con. Ah, et certaines cathédrales ont donc des dates limitées. Donc par exemple, si vous allez à la cathédrale d'Albi, sachez qu'elle est au rayon date courte de Leclerc. D'ici 3 jours, elle brûlera. Exactement. Non, écoute, j'ai pas de réponse définitive à donner. En tout cas, je vois juste que les enquêtes sont rarement menées jusqu'au bout, que au final, il y a peu de gens qui sont mis derrière les verrous, mais il y a un truc qui me dérange et c'est ça qui m'empêche de basculer totalement dans cette thèse de la guerre civilisationnelle. Ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas non plus de revendication en fait. Si c'était un Daesh, je sais pas, des groupes djihadistes, des islamistes, des trucs comme ça, ils se feraient un plaisir de dire l'Occident, vous voyez mon bras là, hop, je vous fais le 3e doigt et je vous dis d'aller vous faire voir et vos églises elles brûlent. Là, personne ne prend ça à son compte non plus, donc je me dis, je sais pas. Ouais, après tu sais, il y a plein de musulmans en France radicaux qui ne sont pas forcément affiliés à Daesh. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est même eux, ils pourraient le revendiquer, quoi. En tout cas, moi, j'ai pas d'autre explication pourquoi d'un coup les églises peuvent brûler comme ça. Franchement, je vois pas. En tout cas, pour vous donner, là, vous allez peut-être me dire, tu sais, il y a toujours des mecs qui disent « Ah, vous citez les chiffres de 2023 pour ne pas citer 2024. Peut-être que c'est biaisé. Peut-être que c'était une année où spécifiquement il y a eu beaucoup de foudre. » Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. En 2024, il y a eu 12 églises qui ont été endommagées par des incendies au cours des 6 premiers mois de l'année parce qu'il n'y a pas eu le comptage des 6 derniers mois, en fait. Donc, 12 jusqu'à juin. Vous imaginez, le nombre, c'est 2 par mois. Comme même moyenne qu'en 2023. Ce qui est quand même assez stratosphérique quand on sait que ces églises ont plusieurs siècles de vie et n'ont jamais connu la moindre péripétie. Et là, depuis quelques années, ça brûle, ça crame. Est-ce qu'on n'en ferait pas le sondage du jour ? Allez, sondage du jour. On avait déjà fait sur Notre-Dame, mais là, on peut le formuler un peu différemment. Comment tu veux poser la question ? Vas-y. Plus de 20 églises brûlées par an en France. Une guerre civilisationnelle à nos portes. Voilà, oui, non. Ok, bah écoute, on soumettra ça au sondage. Vous nous direz, en tout cas, c'est sûr que les poutres, c'est pas le truc le plus facile à brûler. Ça, je sais que ça fait peur de dire ça. Ouh là là, c'est très complotiste. Il se trouve que des poutres de plusieurs centaines d'années, c'est très très sec, c'est très très lourd. Et même en tenant un briquet pendant 5 minutes autour, vous allez rien réussir à faire. Ça, c'est un fait. J'imagine qu'il y a des trucs paratonnerres contre la foudre, trucs comme ça. Pourquoi il y a une augmentation ? Je n'ai pas la réponse. Mais c'est sûr que c'est pas des petites brindilles. C'est pas comme des feux de forêt, même qui sont d'ailleurs souvent même pas allumés par des pyromanes en plus. Donc, est-ce que ce serait des pyromanes ? Je ne sais pas. Bon, je vais mettre la réponse pyromane. Peut-être que quelqu'un votera ça. Alors, pour tous nos amis qui, je sais, lisent la description, je me fais plaisir, je mets un petit peu des vannes et tout. Donc, n'hésitez pas à aller la lire. Il y a souvent des infos, je vous mets des sources et tout. Et je vous joindrai l'article, comme là, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas tout mélanger, mais l'article du Monde qui date du 12 septembre 2024 et qui nous dit en fait qu'en Nouvelle-Calédonie, le feu des églises, l'incendie des églises est en constante augmentation, que c'est une énorme dinguerie. Et en fait, il y a eu en 2 mois, pendant les 2 mois d'été, du 19 juillet au 12 septembre, donc juste 2 mois, 6 églises ont été endommagées ou détruites par des incendies volontaires. Et là, pour le coup, il y a ils portent plainte, etc. Et en fait, ils disent plus ou moins dans l'article là, on s'embête pas trop à dire que oui, les Kanaks, ils ont une histoire un peu compliquée avec les églises, donc forcément, on peut comprendre et tout. Donc quand c'est en Nouvelle-Calédonie, on dit qu'il n'y a pas de souci, ça peut être les Kanaks. Par contre, en France, on dit pas quelle civilisation ça pourrait déranger. Ça m'a un peu amusé. Donc je vous mets l'article que vous puissiez le lire en entier du Monde dans la description. La mairie de Beaucaire qui a fait participer ses habitants à un sondage. Oui, puisque vous le savez, chaque année, c'est un peu le marronnier. Des mairies installent des crèches dans leurs établissements. Et puis, la Ligue des droits de l'homme, le Superman des droits de l'homme, s'empare de l'info et porte plainte contre ces mairies. Et donc, la mairie de Beaucaire a fait ce sondage auprès de ses habitants. 98% des votants veulent le maintien de la crèche de Noël. Bon, elle est quand même contrainte d'être retirée au nom de la laïcité, que le maire de Beaucaire n'a pas fait d'ailleurs, on tient à le saluer, donc bravo à lui. Bravo. Donc voilà, des petites atteintes comme ça à la culture française se multiplient. Et là, pour le coup, tu vois, c'est ça qui est intéressant quand même, c'est qu'on parle des églises brûlées en tant que conflit de civilisation avec une civilisation qui nous déteste, qui nous a toujours détesté, qui est la civilisation musulmane. Et de l'autre côté, on a des gens
de notre civilisation à nous, de la civilisation européenne, qui attaque les traditions de Noël, les traditions chrétiennes de la France via des actions en justice. Tu vois cette alliance de la carpe et du lapin là ? Ouais, alors il y a déjà une alliance exceptionnelle de tous les laïcards qui sont anti toutes les religions, mais quand on est anti les religions, on s'attaque en priorité à celles où on risque pas trop parce qu'on est quand même pas courageux. Donc ça exclut de fait de s'attaquer à l'islam, ça exclut de fait de s'attaquer au judaïsme. En revanche, les catholiques, c'est ancien, c'est poussiéreux, c'est un peu... le public c'est bourgeois, eux on peut les défoncer. Et donc par exemple quand on est humoriste à France Inter, bon bah là c'est la fête du slip, il faut, ça fait partie des must-have, il faut vanner les catholiques, vite fait, voilà, Jésus et PD, machin, cette chanson a existé, je vous la mettrai aussi en description pour ceux qui pensent que j'exagère, le mec a fait tout 3 minutes 30 sur Jésus et PD, y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas qu'on fasse cet humour-là. En revanche, évidemment, ça n'arrive jamais sur les autres religions. Quand il y en a un qui a essayé, à savoir Guillaume Meurice, de faire cette blague-là sur Netanyahou, c'est même pas le judaïsme, mais bon, ça comme dirait l'autre, si tu mets pas tes lunettes, tu peux confondre. Eh bien, là, il s'est fait virer, figurez-vous. Donc, comme quoi, il y a des blagues qui sont plus graves que d'autres, parce que Frédéric Froment, qui avait fait JVPD, lui, s'est pas fait virer. Les blagues sur l'islam, j'en vois pas énormément, sauf par des musulmans eux-mêmes. Ça, il y a le droit. Si on n'a pas, mais alors allez-y vous en tant que petit blanc catholique, faites une blague sur l'islam et puis on verra où vous en êtes dans 2 mois. Bah, il y en a qui ont essayé de faire les blagues sur l'islam. Bon, ben aujourd'hui, ils sont au cimetière, quoi. C'est ça, exactement. Donc oui, cette alliance de la Ligue des droits de l'homme qui veut absolument tout limiter, les signes religieux, qui veut aussi un petit peu déconstruire notre histoire, parce qu'il y a cet aspect-là. C'est pas que anti-chrétien, c'est juste anti... oulala, on veut surtout pas te parler de ce qui se passait avant 1789. C'était horrible, comme on a dit une fois, le temps des seigneurs, les inégalités. Là, évidemment, il n'y a pas d'inégalité en France, hein, vous voyez bien. Il n'y a pas les seigneurs qui sont avec chauffeur, logement de fonction, 15 000 € par mois, 5 mandats, et pendant qu'il y en a qui dorment dans leur voiture, comme disait mon ami Jean-Michel juste avant, ça n'existe pas. En revanche, c'est oui, non, les seigneurs, ça c'était vraiment très grave, hein. Ça c'était pas bien. Eux, ils avaient. Alors, c'est marrant parce que tu sais, ce que je disais la dernière fois, tu m'avais branché sur le sujet en disant je pense qu'il y a beaucoup de désinformations sur l'époque des seigneurs, des chevaliers, sur le Moyen-Âge. Et il y a une auditrice qui m'a envoyé un message et qui me dit est-ce que tu savais, il faut que je vérifie cette info, je vous laisserai le faire si vous êtes intéressé. Elle m'a dit que les serfs, donc les paysans des seigneurs, avaient plus de jours de congé que nous à l'heure actuelle. Non mais certains parlent du Moyen-Âge comme le Moyen-Âge, justement, tu vois, d'où l'expression on n'est pas au Moyen-Âge ici, mais je suis sûr qu'au Moyen-Âge, on vivait évidemment, je vais pas dire beaucoup mieux, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on vit évidemment mieux, on a plus de confort qu'au Moyen-Âge, mais si on devait faire un espèce de petit parallèle qui était le plus heureux, je sais pas si au Moyen-Âge on consommerait en tout cas autant d'antidépresseurs qu'on en consomme aujourd'hui en France. C'est pas faux. Pour finir cette petite rubrique, on a le petit chiffre du jour. 110, à ton avis, à quoi ça correspond, Trotsky ? Ah, bah ça ressemble à ces 120 attaques au couteau par jour, donc peut-être qu'il y a une mise à jour pour 2024 et c'est 110, ça ressemble à ce chiffre-là en tout cas. 110, c'est le coût, 110 €, c'est le coût moyen de la détention d'un détenu en établissement pénitentiaire en France. À l'année, un détenu nous coûte 32 000 €. Oui, par jour, oui. Donc ça nous coûte 32 000 € par an, c'est ça que t'as... Ça nous coûte 32 000 € par an, exactement. Donc sachant qu'on en a quasiment plus de 80 000, je vous laisse faire le petit calcul, les amis. Voilà à quoi servent à peu près vos impôts. Et puis surtout, rappelez-vous que ça nous coûte 32 000 € par an par détenu, mais pour qu'ils aient portable, pour qu'ils aient le droit de faire leurs affaires, c'est-à-dire d'avoir des relations sexuelles, CF Nordal-Lelandais, pour qu'ils aient le droit de circuler en liberté dans la prison. Moi, j'ai découvert ça dans des vidéos. Je suis des prisonniers sur des réseaux sociaux qui font des vidéos de leur quotidien. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment le réel et c'est pas ce qu'on nous en dit. Et en fait, la porte de leur cellule est ouverte, tu sais, dans certaines heures, et donc on peut aller se balader, aller voir les copains, etc. Nous on paye pour ça, on paye aussi pour qu'ils fassent du karting comme avec Koh-Lanta, on en a parlé la dernière fois. On paye pour toutes ces choses-là, c'est génial, mais d'un côté, j'ai pas envie de faire trop de, comment on appelle ça, de victimisation sur oulala, on paye, c'est un peu chiant et tout, parce que moi j'ai envie d'en mettre encore plus en prison. Donc si tu veux, ça va augmenter la facture, mais je vais dégraisser le mammouth de dépenses en compensation évidemment. Ça c'est si vous mettez à la tête de l'État. Votez Trotsky en 2027. Ne tombez pas dans le piège des européistes de Marine Le Pen à Édouard Philippe en passant par Jean-Luc Mélenchon. Non, votez Trotsky, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais ça peut peut-être régler des problèmes. Bon, c'était la fin de cette rubrique. Pendant ce temps-là en France, on en a encore entendu des belles. J'espère que ça vous a encore régalé. Maintenant, on enlève la petite blouse blanche et on file avec Monsieur Trotsky. C'est parti pour la rubrique Action. Maintenant,
Place à l'action. Et oui, la rubrique action du jour, eh bien j'ai voulu être dans le thème un petit peu de ces jours-ci. J'ai envie d'être dans l'air du temps, comme on dit, comme j'avais fait la semaine dernière en vous conseillant des cadeaux. D'ailleurs, j'espère, comme c'est normal, vous avez fait les fêtes. Il est encore temps de m'envoyer ce que vous avez eu, ou ce que vous avez offert. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces fêtes? Est-ce que vous avez suivi un petit peu mes conseils interdits d'une bombe lacrymogène à le livre d'aldostérone en passant par une dague de Kalos? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Eh bien, cette semaine, qu'est-ce qui se passe dans 2 jours si vous écoutez ce podcast à la sortie, eh bien nous serons en 2025, ce sera le 1er janvier. Si vous y êtes déjà, je vous dis pas bonne année parce que bon, c'est bizarre de vous le dire en avance. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe à chaque fois au changement d'année? Le classique des classiques, c'est les bonnes résolutions. Est-ce que, mon ami Jean-Michel, tu es un de ces fervents adorateurs, un de ces partisans? Est-ce que toi-même tu prends des bonnes résolutions chaque année? Alors moi je n'en prends jamais des bonnes résolutions, tout simplement parce que tous ceux qui prennent des bonnes résolutions ne les tiennent évidemment jamais, donc je préfère ne pas en prendre et voir au fur et à mesure de l'année si je peux modifier ça dans mon alimentation, si je peux faire un peu plus de sport, si je peux être un peu plus moins extravagant, enfin tu vois ce que je veux dire? En tout cas voilà, si je peux modifier des choses dans mon comportement, je le fais au fur et à mesure de l'année, mais je ne prends jamais de bonnes résolutions. Ceci étant dit, je vous encourage quand même à en prendre, notamment pour vous qui fumez beaucoup. La cigarette c'est quand même de la merde, donc n'hésitez pas à prendre la bonne résolution d'arrêter, ça fera de mal à personne. Mais sinon moi personnellement non, j'en prends jamais. Alors bon, je me permets de te dire au nom de tous les auditeurs qui écoutons, reste extravagant, hein, c'est pour ça quand même qu'on t'apprécie, ne freine pas ton comportement sous pression sociale, je t'en prie, on t'aime comme ça. Non, en tout cas t'as été extrêmement, tu m'as donné des perches géniales, des portes d'entrée absolument stratosphériques. C'est bien sûr ce que je voulais aller dans cette direction-là, c'est que les bonnes résolutions, ce qui va avec, c'est l'abandon. Tu vois, bonne résolution égale abandon chez moi. C'est-à-dire que les mecs, à chaque fois que j'entends des gens qui le prennent le 1er janvier, qui attendent, en fait, c'est-à-dire que le principe de prendre une bonne résolution une fois que la Terre a fait 365 jours, qu'elle a fait le tour du soleil, le principe de le prendre à ce moment-là, ça veut dire que tu vas abandonner. Donc toi, que tu les prennes à des moments où tu te sens prêt et tout, en fait, ça c'est un des secrets déjà. Pourquoi on prend ça le 1er janvier? Je pense que c'est parce que on démarre un nouveau cycle, comme aux anniversaires, comme au... Ouais, c'est ça. On démarre une nouvelle année. Donc, bon, si vous êtes obligé d'attendre la nouvelle année pour vous ressaisir et arrêter des trucs aussi nocifs, comme l'a dit tout à l'heure, que arrêter de fumer, arrêter les fast-food, pour perdre du poids, pour apprendre une nouvelle langue, pour, je sais pas, aller à la salle de sport, quitter sa femme. Ça, c'est un peu les plus classiques. J'ai glissé un intrus. Est-ce que vous arrivez à le reconnaître chez vous? Non, en tout cas, généralement, on abandonne ces résolutions. Donc, moi, j'aimerais que vous les preniez pas que le 1er janvier. Bon, là, on est le 1er janvier, donc autant que je vous donne des conseils pour les réussir. Quand même, cette année, est-ce qu'on va essayer quand même de les réussir? Donc, ce serait bien que toi aussi, tu participes, mon ami Jean-Michel, en essayant d'en penser une dans ta tête. Ne la dis pas parce que on se confiera que s'il se confie à nous, d'accord? Ok. Donc, vous allez tous vous choisir une bonne résolution. Ceux qui ont déjà la vie parfaite, je vous connais, arrêtez parce que envoyez-moi votre vie et je vais trouver ce qu'il faut améliorer. Et puis surtout, j'en précise pour vous dire que dans toute l'année 2025, dans tous les podcasts, je vous donnerai des missions, des actions qui seront un peu des bonnes résolutions. Donc ne bougez pas, ceux qui n'ont pas d'idée, vous allez être remplis en 2025, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui en ont déjà une, trouvez-en une, ceux qui n'en ont pas. Je vais vous donner le secret universel de comment réussir ces bonnes résolutions. En fait, c'est très simple. Pourquoi nous abandonnons? Pourquoi nous échouons à ces bonnes résolutions dès le 5 janvier, le 6, parfois le 30 janvier pour les plus déter, mais en tout cas personne ne voit février les bonnes résolutions. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas précis, nous sommes flous, nous sommes un petit peu vaseux. On est là, oui alors ce serait bien que je fasse plus de sport. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est combien? Quand? Comment? Quel sport? C'est flou, c'est nul. Il faudrait que j'arrête de fumer. Mais en fait les gars, vous savez, parmi les grands généraux, parmi les grands génies qui ont eu place sur cette terre, est-ce que vous croyez que les gens, ils démarrent des grandes aventures comme ça, des changements radicaux de leur vie sans plan? En fait les gars, je crois que c'était je me demande, c'est pas Mao Tse-tung qui disait un imbécile peut gagner contre un intelligent si lui il a un plan. Mais en fait c'est ça. Putain, les gars, il vous faut une feuille de papier, je suis désolé, mais il faut qu'on sorte de TikTok, de Netflix et toute cette merde, et que vous notiez votre objectif et en fait toutes les étapes, il faut détailler. Mais comme si vous parliez à un enfant de 2 ans. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme exemple et je vais vous détailler comme exemple? Allez, vas-y, dis-moi, je le fais comme ça en direct. La plus classique, le sport. Le sport. Eh bien, c'est très simple. Le sport, vous devez déterminer à l'avance, avant de commencer, exactement combien de fois vous voulez en faire par semaine. Donc là,
vous avez tous tendance à vous chauffer de fou et à dire trop. Je vous assure, ne dépassez pas 2 fois par semaine. Commencez pas à me dire 5 fois par semaine parce que vous allez pas tenir, vous allez vous dégoûter. À un moment donné, il faut y aller étape par étape. Si vous étiez à 0, 2 fois par semaine, c'est déjà énorme. Donc, on se fixe un objectif raisonnable, atteignable, mais qui fait quand même rêver. Vous fixez 2 fois par semaine, exemple. Et là, ensuite, le secret universel absolu, il faut que vous soyez dans la précision mais d'un horloger suisse. Et c'est-à-dire que vous devez dire précisément, je vais en faire le mardi à 17h parce que c'est le jour où je suis le moins fatigué, c'est le jour où je finis plus tôt du travail, et le jeudi à 18h parce que ce jour-là, ma femme, elle a yoga. Et en fait, vous devez déjà, avant de commencer, avoir votre planning préétabli. Et surtout, votre parole a une valeur. En fait, nous, on fait que de se mentir dans la vie de tous les jours à soi-même et de se laisser que les autres nous mentent. Mais je vous rappelle que votre parole, elle a une valeur, en fait. Vous pouvez pas, comme ça, vous cracher à la figure et n'être quelqu'un de pas fiable. Vous savez, cet ami que vous invitez à dîner et qui dit ouais je viendrai et qui vient jamais, tu le connais ce gars-là? Ah ben ça évidemment que je le connais, qui annule toujours à la dernière minute, ou alors quand t'arrives à le voir il est toujours en retard de 45 minutes. Enfin, il est insupportable cet ami là. Est-ce que vous voulez être cette personne là? Non, vous voulez pas être cette personne là qui va vous avez pris un rendez-vous avec vous-même, je ferai du sport mardi, et vous venez pas parce que vous avez une excuse de merde. Non, c'est pas possible. En fait je vous explique. Si vous étiez convoqué au tribunal, je parle de ceux qui n'ont pas d'immunité parlementaire, qui sont pas protégés par des magistrats, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un pédophile, etc. Si vous n'avez pas des passe-droits, quoi. Là tout va bien. Si vous avez des trucs, bon ça tout va bien. Si vous étiez convoqué aux tribunaux, par exemple vous qui nous écoutez, vous iriez. En fait, quoi qu'il se passe, vous avez la fièvre, vous y allez. Vous avez eu une mauvaise nouvelle dans votre famille, vous y allez. Quoi qu'il y arrive, vous y allez. Donc là, c'est pareil. Le sport, en fait, c'est un rendez-vous non négociable. C'est un rendez-vous avec vous-même. Vous pouvez pas trahir votre parole. C'est impossible. Vous pouvez pas se dire ah bah tiens, je ferai 2 fois par semaine. Oh bah j'ai pas fait. Ça a une conséquence de se mentir à soi-même. Vous voyez bien que dans le message qu'on envoie à sa fierté, à son ego, on peut pas se mentir à soi-même. Enfin, est-ce que c'est clair ce que je dis? En gros, c'est plutôt la phrase faites ce que vous dites. Exactement, faites ce que vous dites, et surtout, en fait, la place pour les excuses, c'est-à-dire que c'est un mode de pensée que vous devez avoir. Le truc des bonnes résolutions, c'est une excuse en vérité. Je vais arrêter de fumer, Vous allez pas y arriver comme ça. La vérité, c'est qu'il faut que vous arriviez à construire une discipline. Et une discipline, en fait, les gens se basent sur la motivation pour faire des choses. J'aimerais arrêter de fumer. Ah, là je suis motivé, je vais arrêter de fumer. Et dès la moindre baisse de motivation, on reprend. Non, en fait, c'est pas comme ça qu'il se passe. Ce qui se passe, c'est que la première semaine, t'es porté par la motivation, ensuite elle va s'en aller. Quoi qu'il arrive, personne n'est motivé sur 50 ans de sa vie. Personne, ça n'existe pas, c'est impossible. Donc, vous allez devoir vous forcer. Je suis désolé de vous le dire, ça va être dur. Il y a des jours où vous aurez mal dormi parce que ceci, vous irez quand même au sport. Il y a des jours, vous êtes engueulé avec votre meuf, vous irez quand même au sport, etc. Et c'est des rendez-vous qui sont non négociables. Mais comme je suis sympathique et vraiment, comme tu as dit la dernière fois, je suis câlin, je suis tout doux, je suis Trotsky. Eh bien, j'ai des petits conseils supplémentaires, des petites astuces, voilà, des petits tips, comme on dit en anglais, parce que moi, c'est dans mes résolutions, j'aimerais bien m'améliorer encore en anglais, même si ça progresse. Moi, cette année, je me suis pas menti à moi-même, voyez-vous. Eh bien, il y a des petits tips qui marchent plutôt pas mal. Vous allez voir, parfois, ça paraît ésotérique. On va se croire dans un podcast de développement personnel avec des coachs bizarres, sauf que moi, je vais pas vous vendre des formations à 8 000 €. C'est ça la différence. Donc, les petits tips. La première, c'est il faut que vous vous engagiez avec quelqu'un qui vous est cher. La personne que ça vous embêterait de décevoir. On a tous cette personne-là dans notre entourage. Ça peut être vos parents, votre meuf, je sais pas, j'allais dire votre chien, mais il va pas comprendre en fait ce que vous lui dites. Mais bon bref, quelqu'un que vous voulez pas décevoir, vous lui dites, écoute, nom au hasard, Michel. Écoute Michel, cette année, je vais faire pendant toute l'année 2 fois par semaine du sport, sauf pendant ma semaine de vacances en août. Toute cette semaine, d'accord? Et si je le fais pas, je compte sur toi pour m'engueuler, me rabaisser, me dire que je suis une merde, vraiment me mettre des coups de pression, ne plus me parler, ne pas me donner de cadeaux à Noël. Vraiment, mettez-vous des pressions psychologiques. En fait, je vous explique, dans la vie, on a peur d'avoir des conséquences néfastes sur sa vie. Donc, je vous jure, mettez-vous en danger. Vous allez voir des gens qui comptent vraiment pour vous, que vous voulez pas décevoir, et vous dites, c'est simple. Si je le fais pas, je suis une merde, donc je m'engage auprès de toi à le faire. Ça, déjà, ça va vous mettre une première pression. Premier conseil. Deuxième conseil, ça c'est un truc un peu ésotérique, mais si vous y croyez, faites-le. Vous écrivez votre objectif dans un petit papier. Vous mettez ce petit papier en boule, vous le laissez dans votre poche. Et dès que vous avez un moment, un peu une baisse d'envie, une baisse de motivation, un coup dur dans la journée, vous sortez ce petit papier, vous le lisez. Et vous réfléchissez à qu'est-ce que cette bonne chose va vous apporter dans la vie. Exemple, je veux faire du sport. C'est mardi, il est 17h, je dois y aller dans 1 heure. Ah, j'ai mal dormi, fait chier. Je sors mon petit papier, je me dis,
Attends, est-ce que j'ai envie d'être gros? Est-ce que j'ai envie de mettre mon t-shirt sur la plage? Non, je n'ai pas envie. Donc, putain, je prends ce papier et non, il faut que j'atteigne cet objectif. Je peux pas me mentir à moi-même, je peux pas mentir à Michel. Et let's go, on y va. Donc ça, c'est mon petit deuxième conseil. Petit papier et savoir pourquoi on le fait. Qu'est-ce que ça va nous apporter de positif? Et se le dire, dites-le vous dans votre tête. Ne faites pas ça devant quelqu'un, ça peut paraître chelou. Mais faites-le, je vous jure. Et l'autre petit conseil, le dernier petit conseil, alors ça c'est vraiment le plus tonitruant. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, et vous en avez toujours quelqu'un, si vous fumez, je suis sûr que vous êtes dans un groupe de fumeurs. Si vous faites pas de sport, je suis sûr que vous êtes dans un groupe de gens qui font pas de sport. Parce que les gens qui se ressemblent, ça semble. On est toujours ensemble. Et ben là, c'est le moment où tout le monde veut prendre des résolutions. Donc vous prenez un de vos potes un peu déter. Vous prenez pas le François Bayrou de votre bande, le mec qui a trahi tout le monde. Vous prenez pas ce gars-là, pitié. Et en fait, vous vous associez avec lui. Vous lui dites, moi c'est mardi 17h le sport, t'es chaud mardi 17h. Et en fait, vous créez un rendez-vous tous les deux, et un rendez-vous sacré. En fait, on n'a pas envie de son ami, le mec il a fait 1 heure de bus, il arrive à la salle de sport, il vous envoie t'es où? Tu peux pas lui dire je suis pas là, c'est impossible, tu peux pas lui dire ça. Donc même quand vous serez dégoûté, je sais pas plus motivé, vous allez en fait via ce rendez-vous avec une autre personne, parce que visiblement votre parole ne suffit pas, eh bien vous allez réussir à tenir ce rendez-vous. Vous allez voir, tous ces conseils, ça peut vous aider vraiment à tenir cette résolution. Mais maintenant j'attends que vous me donniez, que vous engagiez auprès de moi, auprès de Trotsky, auprès de Jean-Michel. Engagez-vous, dites-nous quelles ont été vos résolutions et on fera un contrôle à mi-parcours. On fera un contrôle au 2e trimestre, voilà, mi-juin on fera un contrôle. Mais dites-le nous vraiment. Envoyez-nous des MP, envoyez-nous, je sais pas, des mails, n'importe quoi. Vous nous dites vos résolutions et précisément, vous nous faites pas du flou. Me remettre au sport, ça va aller dans les spams si vous m'écrivez ça. Vous me dites combien de fois, où, quel sport. Vous me dites tout précisément. Je vais archiver, je vais me mettre une alerte, je vais me mettre un rappel et il y aura des réponses de mail. Je vous le dis, c'est très sérieux ce que je vous dis là. En tout cas, merci. Alors, pas Père Noël, parce que le Père Noël, c'est passé, mais on va t'appeler Roi Mage. Merci, Roi Mage Trotsky, pour tous ces conseils bien avisés sur les bonnes résolutions. On espère évidemment que vous allez en prendre. Moi, je vais réfléchir à la mienne, évidemment, même si je vous ai dit que j'en prenais généralement jamais. Mais pour l'émission, je vais le faire. Voilà, pour le test, je vais le faire. En tout cas, merci évidemment de nous avoir suivis et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à partager ce podcast évidemment dans votre entourage parce que bon, Spotify, Apple Music, je crois que non, ils veulent pas nous mettre en avant. Hein. Non, c'est pas prévu du tout dans leur projet. Ce qui est normal, faut dire, on les insulte de temps en temps dans les podcasts. Donc, écoutez, on peut compter que sur nous. On peut compter que sur les gens que vous les réveillez. Si vous sentez qu'ils sont un peu sensibles, vous leur faites écouter que la rubrique action et avec un peu de chance, ils vont mal scroller, tu sais, ils vont tomber sur un truc avant et ils vont se dire ah oui, c'est vrai que les églises elles brûlent. Vous voyez, réfléchissez aux angles que vous pouvez utiliser. Moi par exemple, je sais que l'élection volée en Roumanie, ça touche un peu n'importe qui est démocrate, pas que des mecs vénères comme nous. Donc vous pouvez réfléchir à qui vous pouvez envoyer, etc. Et puis si vous voulez nous donner de la force personnellement, c'est simple. Vous cliquez sur s'abonner, vous notez 5 étoiles, vous venez rejoindre nos réseaux sociaux, vous nous envoyez un petit commentaire. Franchement, les gars, vous imaginez, on prend quand même du temps, de notre temps personnel, on a un travail à côté, on vit pas des aides de l'État, on n'a pas de subvention, je sais pas quoi. Donc nous encourager, c'est vraiment un acte qui est cool, ça nous fait toujours plaisir, nous dire bravo, ça c'était intéressant, vous pourrez utiliser tel sujet. Enfin vraiment, vous êtes acteurs de ce podcast, on vous attend vraiment pour nous parler et pour nous soutenir. Le but de cette émission, c'est évidemment pas de vous demander de la thune, bien au contraire, le but de cette émission, c'est d'essayer d'ouvrir l'esprit critique de tout le monde, de discuter de sujets qui peuvent paraître interdit, d'élargir un peu votre pensée, d'élargir également la nôtre, parce que on n'a pas la science infuse et malgré qu'on donne notre avis à peu près sur tout, des fois on peut se tromper. On aime bien recevoir des petits messages nous disant bah là tu vois je suis en désaccord sur ce point-là, je suis en désaccord sur ce point-là. Nous on n'est vraiment pas fermé d'esprit, bien au contraire. D'ici quelques mois on espère évidemment avoir les premiers invités, les premières personnes qui viendront nous mettre des petits KO à l'antenne. Nous on espère, on veut du débat. Nous c'est ça qu'on cherche, donc n'hésitez pas à participer, comme l'a dit Trotsky, vous êtes acteur de ce podcast. Mais en tout cas, pour conclure, parce que oui, il faut bien conclure, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Soyez raisonnables au jour de l'an. Et puis, si vous nous écoutez après le 1er janvier, on a envie de vous dire bonne année 2025, que cette année soit merveilleuse et qu'elle vous apporte plein de bonnes choses. Restons dans le complotisme en nous battant contre les jeunes, les travailleurs, l'Allemagne, les entrepreneurs, le Royaume-Uni. Parce que l'espoir vit. Quoi qu'il arrive. Voilà, bonne année, vive la République et vive la pauvreté.